Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que nous allons à présent débuter notre nouvelle session du webinaire numéro 20. Je réponds au nom de Shari Fatou Ouedraogo, assistante administrative au sein du cabinet Fidali, chargée de modérer cette nouvelle session du webinaire numéro 20. Nous vous souhaitons la bienvenue et une bienvenue spéciale à Monsieur Diesongo pour avoir accepté d'animer cette session de webinaire. Pour la présentation, nous aurons une introduction générale. Nous aurons ensuite une première partie qui sera composée des caractéristiques de la rédaction administrative ainsi que quelques règles de rédaction. Nous aurons une deuxième partie composée des actes de fonctionnement de l'administration. Sans plus tarder, nous allons entamer et nous déclarons ouverte cette nouvelle session de webinaire. Monsieur Diesongo, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diesongo. Ok. Finalement, je veux travailler avec le compte de Monsieur Justin Ouedraogo. Ok. Donc, nous excusez de l'état, il y a l'ordinateur n'est pas. D'accord, il n'y a même pas de souci. Ok, donc on va suivre. Merci. Donc, je me nomme aujourd'hui, le thème, c'est technique de rédaction administrative. Donc, on va essayer de passer un peu rapidement. D'accord, donc on dit que c'est une introduction générale. On dit que l'administration est rattachée au pouvoir exécutif et lui est subordonné. Donc on distingue l'administration d'État dont les compétences étant à tout le territoire, avec que ce soit l'administration territoriale dont les pouvoirs sont limités à la région ou à la commune et les établissements publics aux compétences spécialisées. Voilà, donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la rédaction administrative, c'est tout document administratif. Vous savez, c'est tous les documents qui permettent vraiment de bien fonctionner dans l'administration. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va commencer la première partie qui est le style administratif. On dit, dans le cadre du fonctionnement de toute organisation, la première fonction d'un écrit est d'être fonctionnel. L'écrit reçu par un correspondant doit permettre à ce dernier d'agir immédiatement, c'est-à-dire de répondre de manière appropriée à la correspondance reçue. Voilà. Donc, ça veut dire que dès que vous adressez peut-être dans une administration une lettre ou bien quelque chose de ce genre, on doit vous répondre de façon précise. Voilà. Donc, il y a certaines expressions également qu'on va essayer de voir ici, qu'on ne doit pas dire, qu'on doit respecter. Donc, en première partie, nous avons le souci de la dignité. De par sa mission de service public, les attributions de puissance publique non, elle est revêtue, l'administration, émanation de l'État souverain, doit observer une dignité. Ça veut dire dans tous les actes qu'une administration doit produire. Ça veut dire on doit observer voilà, le souci de la dignité à l'intérieur. Ça veut dire que l'acte qu'une administration doit fournir doit vraiment être vraiment légal. Voilà, ça veut dire que ça doit être vraiment, il y a certaines choses qu'il faut respecter vraiment. Voilà, on ne dit pas du n'importe quoi dans un acte administratif. Donc, on va voir certains mots. Donc, il est absurde, il est idiot de, il y a certains mots, il est insensé de, c'est des mots qu'il ne faut pas dire. Voilà, donc, au lieu de dire ces mots, il faut dire, il me paraît agréable de.
qui me semble opportun de. Je déplore que. Voilà, donc c'est un peu ce genre d'expression qu'il faut utiliser quand vous devez établir voilà, un acte administratif. Donc, en deuxième position, nous avons le respect de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas établir un acte administratif sans respecter vraiment la hiérarchie, ça veut dire vos patrons. Voilà, donc il y a, comme on l'a dit, en établissant un acte administratif, il faut respecter également la hiérarchie. Ça veut dire qu'il faut vraiment des formes de politesse. Voilà, nous avons par exemple, je vous invite à prendre toute disposition du pour. Voilà, donc c'est pas parce que peut-être le boss est votre patron ou bien le boss est votre ami plutôt, ou bien c'est comme un parent que vous devez adresser un acte administratif. Il y a des formes que vous pouvez utiliser quand vous devez adresser une lettre à votre supérieur. Voilà. En deuxième position, vous pouvez prendre bien part. Voilà, vous voudrez bien me rendre compte de. Voilà, c'est comme un patron qui demande voilà, un compte rendu à son subordonné. Donc, il faut au moins des formules quand même de politesse, de respect et autres. Voilà. Donc, on dit ici que le subordonné propose, alors que le chef, lui, il donne des, en fait, il donne des, comment on appelle ça? On peut dire qu'il donne des instructions. Voilà. Donc, le subordonné propose, suggère. Voilà. Le patron peut peut-être dire quelque chose qui n'est pas en droit de dire avec ce que vous voulez, mais vous pouvez suggérer. Vous pouvez dire, ah, je suggère qu'on fasse cela, voilà. Et c'est vraiment très agréable. Donc, nous avons un exemple en bas pour permettre un traitement diligent des dossiers. Voilà, la direction générale devrait disposer d'un bureau d'études conséquemment équipé. Voilà, ça c'est une succession qu'un subordonné a fait. Voilà. Donc, on dit en outre, le subordonné doit observer le plus souvent la voie hiérarchique de la transmission de cette écriture. Ce que je viens de dire, ça veut dire que qu'un subordonné adresse une lettre administrative à son supérieur, doit vraiment respecter cette voie hiérarchique. Voilà. Le sens de la responsabilité. On dit ici que les écrits et les actes de l'administration engagent cette dernière aux yeux du public. Voilà, c'est comme quand on prend un décret, on prend un arrêté. Voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui est public en fait. Donc, c'est des actes qu'on doit vraiment établir avec vraiment, comment je vais dire ça? Ça veut dire avec vraiment un certain sérieux en fait. Voilà, c'est comme le décret qu'on a fait tout dernièrement pour nommer le Premier ministre. Donc, c'est quelque chose qui engage tout le public, en fait. Voilà. Il va sentir que l'auteur de toute correspondance administrative doit assumer à tout moment sa responsabilité vis-à-vis de ses équipes. Vous allez voir en bas que certains actes administratifs, il y a la signature qui est là. Voilà, ça engage le dernier concernant ce qu'il a dit. Voilà, dans la lettre ou bien dans l'acte administratif qu'il a élaboré. Donc, on dit ici qu'agir avec responsabilité et compétence, telle est la règle, la technique de l'administration. Nous avons l'objectivité également. Donc, ça veut dire que dans un acte administratif, il faut être objectif. Voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment être précis, concis dans tout ce qu'on dit. Le souci de la courtoisie, très important. C'est comme je l'ai dit, il faut vraiment respecter certaines règles. Voilà, on ne peut pas écrire une lettre administrative ou bien un acte administratif comme si c'était, on adressait la lettre à un ami ou bien à quelqu'un du quartier en fait. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très. Il y a des règles qu'il faut respecter. Nous avons également le souci de la prudence, ça veut dire qu'il faut être des actes administratifs d'établissement. Voilà, et c'est vraiment très important. Voilà, on a un exemple ici, on n'écrira pas, je rejette définitivement votre demande. Voilà, il faut réviser à tout prix cette proposition. Ça veut dire que c'est une manière de dire à la personne qu'il faut revoir un peu ce qu'il a écrit.
Voilà. Mais si vous dites que vous dites immédiatement je rejette, ça veut dire que ça peut frustrer en fait le concerné en fait. Voilà. Donc, certains vont vraiment dire avec prudence en fait. Nous avons la précision et l'exactitude. Ça veut dire dans le cadre administratif, il faut être vraiment précis. Comme on le dit, précis et concis. Voilà. Nous avons la clarté, la concision et l'efficacité. Donc, je pense que c'est bon. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Il y a un micro qui est ouvert. Nous avons également l'homogénéité. On dit pour tout dire, la relation administrative aboutit le plus souvent à l'action. Préparer ou prendre des décisions pour être efficace, l'action doit toujours s'exprimer avec netteté et simplicité. C'est quoi? En fait, être comprise de tous. Voilà. Tout acte administratif doit vraiment être vraiment le plus simple possible, le plus clair, le plus net possible. Voilà. Donc, nous allons voir en grand 2 quelques règles de rédaction qu'il faut respecter. C'est comme ça. On dit également, on dit ici que l'administration, parce qu'elle présente l'État, son langage doit être le langage commun à tous les citoyens d'un pays, a donc le devoir de s'exprimer correctement. C'est comme je l'ai dit, quand on prend un arrêté ou bien un décret, ça veut dire qu'il faut s'exprimer le plus simplement possible. Et c'est quelque chose qui engage tout le public. Ça veut dire un État. Donc, il y a des règles qu'il faut respecter quand vous voulez faire ce genre de décret, en fait. Donc, ces règles-là, c'est du point de vue grammatical, du point de vue de précision pour éviter les graves inconvénients qui pourraient, parce que tout ce que vous pouvez dire, par exemple, dans une lettre ou bien dans un décret, ça peut se retourner contre vous après. Voilà, donc il faut être vraiment précis dans tout ce que vous dites pour ne pas que les gens interprètent mal vos propos, en fait. Voilà, ce qui est important. On dit ici, alors, bon, il y a Jacques Gandon et Jean-Marie Roussillon qui disaient que pour s'exprimer, il est indispensable d'avoir une connaissance suffisante de la langue que l'on l'emploie, c'est-à-dire de son orthographe, de sa syntaxe et de son vocabulaire. Voilà, quand vous voulez écrire un acte administratif, c'est important que vous-même vous maîtrisez la langue dans laquelle vous allez écrire l'acte en question. Voilà, pour éviter certaines fautes grammaticales, certaines fautes d'orthographe et ainsi de suite. Alors, ça veut dire qu'il faut être vraiment, il faut savoir ce qu'on dit. Il ne faut pas employer les mots juste pour qu'on dise que tu comprends, tu parles pro français. Voilà, ou bien tu parles du français soutenu. Voilà, il faut être le plus bref et le plus concis possible. Voilà. Ces notions de base ne suffisent pas. Voilà. Ces notions de base ne suffisent pas, elles ne sont pas des matériaux mis en service du style. Le style, c'est la manière dont on s'exprime avec plus ou moins de clarté, d'élégance, de rigueur et de concision. Il s'agit de s'améliorer par l'exercice et par la lecture. Donc, quand vous ne maîtrisez pas une langue, ce que Jean-Marie Roussillon a dit, quand vous ne maîtrisez pas une langue, c'est mieux de prendre toutes les dispositions quand même par la lecture et autres, pouvoir vraiment maîtriser, savoir quels sont les mots qu'il faut employer dans tel ou tel acte administratif. Donc, on dit ici, la rédaction administrative requiert également d'autres qualités telles que la maîtrise de l'information, la maîtrise de la méthode de rédaction, la maîtrise du style. Voilà, vous savez, pour établir un acte administratif, il faut vraiment respecter ces règles-là. Voilà, donc si vous n'avez pas une bonne information et vous venez dire autre chose, voilà, il faut aussi maîtriser comment rédiger ça. Voilà, le style, dans quel style tel acte doit vraiment être établi. Voilà, donc on a essayé de définir ça, donc nous avons essayé de laisser ça. D'accord, donc nous allons aller directement aux actes administratifs. Voilà. En grand 1, nous avons le compte rendu, le procès verbal. Je ne sais pas si précédemment, ce que j'ai dit, s'il y a des questions ou il y a des zones d'ombre. Voilà. Monsieur Dissongo, je pense que nous pouvons continuer. La phase des questions sera à la fin de votre présentation. OK, pas de souci. Merci. OK, donc au niveau du compte rendu du procès verbal, on va prendre d'abord le compte rendu. On dit ici, le mot compte rendu, le mot composé compte rendu qui s'écrit sans trait d'union vient de la locution verbale rendre compte. Il signifie relater ou exposer succinctement
faire le point de ce que l'on a fait, vu ou ressenti dans le PV. Ensuite, dans le domaine professionnel, nous allons prendre ici un exemple simple. C'est comme votre supérieur vous envoie de représenter lors d'une rencontre, lors d'une mission. Vous faites tout le possible. Quand vous revenez, et vous avez prendre part, vous avez suivi la seule à adverse. Quand vous allez revenir, il faudra que vous vous rappeliez. C'est ça il faudra vraiment rentrer dans les détails. Tout ce qui s'est passé. Voilà. Comme ça, il faut rendre compte fidèlement de ce qui s'est passé. Ça se fait à l'île. Voilà. Nous avons des typologies de on a plusieurs types de réunion. Lors d'une réunion avec notre supérieur hiérarchique, on peut demander à une personne de faire voilà, de la réunion. Là, c'est un résumé de question. Voilà, il y a le compte rendu de mission. C'est comme patron, mais on vous envoie la mission. Faire quelques activités dans de l'entreprise. Je veux faire en retenant pour prendre des contrôles de sa sollicitation plusieurs mentions disait par la disposition sur l'emballage de la par exemple, c'est des comptes rendus de la phase suivi de la désignation de l'envoi la liste des participants de la commission celui-ci était là lors de la l'autre jour, quel était l'autre jour lors de votre réunion? En forme de réflexion, qu'est-ce que votre supérieur hiérarchique a dit? Le corps des compétences. Qu'est-ce qui s'est passé lors du tournoi de la conférence? Qu'est-ce que le supérieur hiérarchique a dit? À la fin, et la science. Maintenant, pour le procès verbal, et essentiellement du procès verbal. Dans le pays de problématique, le procès verbal judiciaire et les procès verbaux et administratifs. Le PIB judiciaire proprement dit est la relation écrite par un agent de l'autorité de ce qu'il a fait, vu entendu l'analyse de ses fonctions. Il est destiné aux autorités judiciaires et faire foi jusqu'à preuve du contraire. C'est un acte authentique. Le procès verbal ne peut être établi que par des agents spécialement habilités. Voilà, ça veut dire que le procès verbal ne c'est pas un acte que n'importe qui peut établir. Voilà, ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui fait un PV, c'est qu'il est habilité à faire ce PV-là. Voilà. Donc, parce que c'est un acte administratif qui doit respecter certaines règles. Et tout le monde, ce n'est pas permis à tout le monde de faire. Donc, nous avons ce qui fait des magistrats, quelques-uns des gens qui sont habilités à faire des procès verbaux. Magistrats, instructeurs, commissaires de police, officiers de police judiciaire, gendarmes, ingénieurs de voirie, fonctionnaires. Voilà, vous allez voir que les PV, la plupart sont un peu visés au commissariat, au commissariat de police. C'est parce que c'est un acte vraiment très important. Voilà. À partir du PV, du procès verbal,
on peut voir ce que telle personne a dit ou ce que telle personne a fait et on ramène les faits pour voir. Ça peut incriminer certaines. Bon, ça veut dire si à un moment donné, si tu changes de parole, le PV peut te ramener en ordre en fait. Voilà, il peut te condamner. Donc, son contenu est caractérisé par son exactitude et sa neutralité. Voilà, c'est quelque chose qui est très... Ça relate exactement ce qui s'est passé. Très concis. D'accord, donc on dit que tout comme la plupart des documents administratifs, le procès verbal doit comporter toutes les mentions d'identification utiles et le titre du procès verbal suivi de sa qualification. Ça veut dire qu'il faut préciser, c'est un procès verbal de quoi? Voilà, ça peut être procès verbal de conciliation, ça peut être procès verbal d'autres domaines. Voilà, donc il faudra préciser dans le PV, c'est quel type de PV. Nous avons également le thème, le nom du pays et devise. Il doit être mentionné, le numéro doit être mentionné également, lieu et date. La date, voilà, l'heure, tout ça c'est indiqué. Voilà. On dit le texte est rédigé en la première personne du pluriel, de modestie et non de modestie. Donc, c'est bien clair. Donc, vous allez voir un exemple, vous allez voir sur les pays, ça commence toujours par l'an 2000, voilà, quelque chose, et le 24 mars, à 9h40, et on précise même les minutes. Nous, voilà, c'est un cabaret Nobila. Nobila, gendarme de la brigade de Banfora, agissant en vertu d'une réquisition de monsieur le préfet du département de Banfora. Nous sommes rendus au village de Kouloubali pour y entendre monsieur. Voilà, ça veut dire que c'est bien précis. Voilà, très, très bien précis. Donc, à la fin, on dit en foi de quoi nous avons établi le présent procès verbal et signé par les témoins après en avoir donné lecture à ceci. Donc, dans le PV également, il faut mentionner tout ce qui était précis. Voilà, et tous ces gens-là doivent signer. Voilà. Nous avons les procès verbaux administratifs. Voilà, on dit que ceux sont dressés par un agent de l'administration à l'occasion de certains événements ou de circonstances particulières en relation avec l'exercice de ses fonctions. Il constitue parfois un compte-rendu plus solennel d'opérations passées entre deux ou plusieurs agents ayant un caractère contradictoire délimitant les responsabilités de chacun. Donc, ici, on s'est pour dire tout simplement que le PV ressemble un peu au compte-rendu. Voilà, mais c'est juste que le procès verbal est plus concis, c'est plus clair et c'est plus précis en fait. Voilà, par rapport au compte-rendu. Au niveau du PV également, chaque personne présente doit signer, ce qui n'est pas le cas au niveau du compte-rendu. Voilà, le compte-rendu, vous faites juste une sommaire de ceux qui étaient présents lors de la réunion ou de la rencontre. Nous avons ici, comme par exemple, ce qu'ils ont dit, nous avons les PV de passation de service. Donc, on dit que le PV administratif n'est pas soumis au même formulaire de présentation que le PV judiciaire. Ça veut dire qu'il y a certaines règles que le PV administratif ne respecte pas. Voilà, ça veut dire que c'est carrément le PV judiciaire et le PV administratif n'ont pas les mêmes formulations en fait. Voilà, le PV administratif correspond à des missions définies. Voilà, sont généralement établies sur des formulaires pour éviter d'oublier les mentions indispensables. Voilà. Donc, les procès verbaux ordinaires sont, quant à eux, établis le plus souvent sur du papier libre, avec les mentions d'identification utiles, voilà, timbre, mention de l'État, titre, et autres. Voilà, ça veut dire qu'on peut, avec une lettre, une feuille de demande, on peut établir un PV. Voilà, administratif. Note, on va aller au niveau du grand 2, note et lettre. Qu'est-ce qu'une note, qu'est-ce qu'une lettre? Donc, on dit ici que la note, au sein d'une même structure administrative, ce sont fréquemment des notes et non des lettres. Voilà, donc c'est un peu la nuance qui est là. Quand c'est dans une administration, ça devient des notes. Voilà, que l'on échange. Et ces notes relèvent de deux catégories selon qu'elles servent à un échange entre deux interlocuteurs, note ordinaire ou à la transmission d'instructions à tout ou partie du personnel, note de service. Vous allez souvent voir qu'il y a la note de service. Voilà, nous informant qu'à partir de telle date, voilà,
faudra venir au service à partir de 7 heures. C'est-à-dire toute personne qui vont, voilà, qui ne vont pas s'exécuter, voilà, sera purement et simplement remerciée. Donc, c'est le note de service. Vous pouvez venir voir devant le cabinet, on a mis une note de service pour vous interpeller sur un fait. Voilà. Donc, nous avons la note ordinaire. Il y a deux types de notes, comme on a si bien dit. Voilà, la note ordinaire est adressée par un agent à un supérieur ou vice-versa. Par un agent ou à un collègue au même niveau hiérarchique. Elle existe sous trois types selon le but. Donc, nous avons la note d'information, la note de synthèse et la note de présentation. Donc, la note d'information, le nom la plus couramment pratiquée sert à donner des informations, à donner ou à demander un avis. Donc, je pense que ici, c'est bien clair. La note de synthèse sert à présenter à un supérieur le condensé d'une affaire complexe. Ça veut dire qu'on vous a confié une mission ou bien un dossier. Donc, vous faites une note de synthèse pour exprimer également la complexité vraiment du dossier qu'on vous a donné. Maintenant, la note de présentation accompagne un projet de lettre, un rapport ou un dossier pour donner des signataires ou à l'autorité de précision, explications justificatives des mesures proposées ou des dispositions envisagées. Donc, ici, nous avons également la note de service, comme on l'avait si bien dit, qui est un test injonctif à destination collective, en ce sens qu'elle est écrite par un supérieur. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir un service qui pouvait organiser des informations sur un fait, aussi des dispositions à prendre. On va aller rapidement au niveau de la lettre. Donc, ici aussi, on distingue deux types de lettres. Nous avons la lettre à forme personnelle et la lettre à forme administrative. La lettre à forme personnelle, c'est souvent ce que nous écrit avec, c'est comme les demandes en fait, les demandes d'emploi, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau de la lettre administrative, c'est une lettre écrite par un responsable de structure et pour motif à la gestion de la dite structure. Outre les mentions habituelles, la lettre à forme administrative comporte d'autres mentions spécifiquement qui renforcent son caractère administratif. Nous avons l'indication officielle de l'État, voilà, et de sa devise. Là, vous allez voir Burkina Faso, voilà, unité, progrès, justice. Maintenant, c'est devenu la partie où le monde maintenant. Vous allez voir le thème de la structure, la date et certaines références qui montrent que c'est une lettre administrative. Donc, en notant Bénin, on peut signer par ordre, par délégation, par intérim, par autorisation. Donc, la lettre administrative peut être signée par ordre, ça veut dire qu'on peut vous donner un ordre d'établir une lettre administrative. Donc, par délégation, vous pouvez être, voilà, peut vous dire d'établir une lettre administrative par délégation. Votre supérieur hiérarchique peut vous déléguer d'établir une lettre, voilà, administrative par intérim ou autre. Donc, nous allons aller au grand 3 qui est le rapport. En général, plus long que les autres documents internes. Après avoir analysé, exposé ou même étudié des faits dans le rapport, on formule des propositions d'action ou des suggestions. Il donne ainsi des donc, donc, le rapport ici, c'est un document administratif qui est plus complexe que les autres documents administratifs. Voilà, donc, le rapport ici propose ça. Vous pouvez faire un rapport précis pour proposer, voilà, pour proposer certaines mesures, voilà, des actions à prendre, voilà, et des suggestions également. Donc, on dit qu'ici, le rapport prépare les décisions des responsables. Il est établi après un examen minutieux des faits et doivent être mis en évidence. Nous avons les inconvénients, critiques, défauts, les solutions possibles et les avantages. Donc, c'est tous ces éléments que vous pouvez mentionner dans un rapport. Donc, on dit que le rapport est rédigé soit sur demande d'un supérieur hiérarchique, soit à l'initiative personnelle de l'employé. Voilà, donc, ça peut être votre supérieur, votre patron, qui demande de faire un rapport plus détaillé. Voilà, donc, c'est simple.
Donc, on dit toujours que le rapport est soumis à un supérieur hiérarchique. Donc, quand vous faites un rapport, ça peut soumettre à votre supérieur. Voilà. Donc, comme vous avez des suggestions à faire, mentionner dans le rapport, le supérieur hiérarchique, c'est vraiment sur quoi s'activer. Donc, nous avons différents types de rapports ici. Ils sont le rapport de mission, le rapport d'inspection, le rapport périodique. C'est comme si on envoyait des inspecteurs venir voir tout ce qui se passe dans le cabinet. Voilà, donc à la fin, ces inspecteurs-là doivent faire le rapport. Donc, ils sont venus inspecter comment vous fonctionnez, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Le rapport périodique également, c'est un rapport qu'on fait périodiquement. Ça veut dire que régulièrement, à une période bien définie. Nous avons le rapport de discipline. Voilà, ça peut être également, voilà, dans un service, on peut faire un rapport de discipline. On peut dire si telle personne, tel agent, voilà, a fait ceci, tel acte, ou tel acte qui n'est vraiment pas nouveau. Donc, on peut, par exemple, suggérer peut-être certaines sanctions, certaines, ce qu'on peut faire pour essayer de remettre cet agent vraiment dans la droite. En grand cas, nous avons l'instruction. L'instruction également, c'est un acte administratif qui émane généralement des plus hautes autorités. Les instructions viennent toujours du chef de l'État, du premier ministre et des ministres. Voilà, on dit que le ministre a instruit. Le premier ministre a instruit. Donc, c'est l'instruction. Voilà, on peut instruire quelqu'un de faire quelque chose. Mais le premier ministre peut instruire le ministre de revoir un peu ses actions sur le terrain. Voilà. Elle fixe les prescriptions relatives à l'application des textes législatifs. Ou réglementaire, donc, elle est le complément et le prolongement. Elle revêt une importance particulière et un caractère permanent. Elle a une portée générale, demeure valable tant qu'elle n'a pas été abrogée ou modifiée. Elle s'impose à tous les agents de l'administration. Donc, ici, l'instruction, ça concerne les agents d'une administration, plusieurs administrations. Voilà. Donc, quand on instruit, quand le ministre ou bien le directeur général ou bien le chef de l'État instruit, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être suivi à la lettre. Nous avons ici la présentation et structure de l'instruction. Comparativement à la circulaire, l'instruction est rédigée dans un style plus impératif, plus concis et plus autoritaire dans le ton, mais en même temps plus impersonnel et objectif dans la forme. Style caractéristique des actes législatifs et réglementaires. En outre, l'instruction qui ne comporte normalement pas de souscription peut être divisée en titres sous-titres. Voilà, pour des raisons de clarté. Vous pouvez instruire le premier ministre de faire ceci ou cela. Maintenant, il faut être vraiment clair dans cette instruction. Il faut détailler un peu ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il doit faire dans l'immédiat, à long terme ou à moyen terme. C'est ainsi de suite. Voilà. Donc, nous avons ici un exemple d'instruction de l'instruction numéro 2017, voilà, de MT, du 28 mai 2000, relative à l'application du décret. Donc, on peut instruire, voilà, le ministre ou bien, voilà, l'Assemblée ou bien, voilà, de revoir un peu un certain nombre de décrets ou bien, voilà. Donc, la date est reprise sous le texte et au-dessus de la signature avec la formule fait à. Voilà, du coup, voilà, et on précise un peu la date. Donc, la diffusion. En petit 2, nous avons la diffusion. Document de portée collective. L'instruction fait l'objet le plus souvent d'une large diffusion. Ainsi, tout comme les actes législatifs et réglementaires, la circulaire fait parfois l'objet de publications au journal officiel, ce qui favorise son rapprochement avec les actes réglementaires. Dans la pratique administrative, l'instruction peut se résumer à un ordre donné à un subordonné dans le cadre de service. Ainsi, l'affectation d'un dossier à un agent de traitement.
Voilà, on peut donner une instruction à un agent comment de faire telle ou telle chose. Voilà. L'instruction peut figurer soit sur une fiche agrafée au dossier, soit sur une page du dossier, soit même verbal. Dans ce cas, sa diffusion se résume à l'agent affectataire. Ça dit sa diffusion se résume uniquement à celui qu'on a instruit le dossier, en fait. Nous allons ici aller au grand 5 qui est la directive. La directive est un document surtout utilisé dans l'administration militaire. Voilà, c'est là-bas, c'est quelque chose, c'est dans ce volet-là, ça veut dire que c'est le côté militaire que ce terme administratif est plus utilisé. Voilà, de diffusion plus restreinte que la circulaire ou l'instruction. La directive s'adresse aux échelons supérieurs de la hiérarchie auquel elle fixe des buts à atteindre tout en donnant les moyens d'y parvenir. Donc, une directive sur le plan militaire, c'est quelque chose qui permet à la hiérarchie militaire, voilà, de se fixer des buts, voilà, et de mettre tout ce qu'il faut, toutes les dispositions vraiment pour parvenir. On peut donner des directives, et par exemple, au chef d'état-major de revoir certaines dispositions sur le militaire et tout. Donc, ça à eux maintenant de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures à prendre pour vraiment éviter que certains actes de vandalisme ou certains actes terroristes n'arrivent dans la zone en fait. Voilà. Donc, on dit contrairement à l'instruction, la directive admet dans son exécution la possibilité d'un aménagement à opérer par celui qui est chargé de son exécution. Donc, ça donne libre champ à la personne de voir comment il doit procéder afin vraiment d'exécuter cette directive. En fait. Nous avons les certificats et attestations. Les certificats et attestations sont des écrits émanant d'autorités compétentes qui certifient, attestent, témoignent ou reconnaissent une compétence, une expérience ou un droit à une personne. L'attestation est provisoire, au contraire du certificat qui se veut définitif. Donc ici, nous pouvons prendre l'exemple un peu des examens qui se passent au Burkina, comme le PPC ou pas. À la fin, quand l'élève est admis, on lui donne une attestation qui est provisoire. Ça veut dire que le délai est d'1 an. Voilà. Donc, alors que quand on dit qu'on vous a délivré un certificat, c'est pour toujours en fait. C'est pour cela, souvent, quand vous participez dans certaines formations, il y a certains cabinets qui ne donnent que des attestations. Voilà. Donc, c'est un peu différent du certificat. Parce que le certificat est présent et le certificat est définitif. Voilà. Donc, on dit ici le mot CCI qui apparaît dans la première phrase d'un certificat ou d'une attestation après le pronom personnel je n'est pas un verbe, c'est un adjectif qualificatif juridique qui signifie qui a signé plus bas. Donc, c'est ce qui signifie, sa signification de souci. Voilà. Et qui de ce fait s'apporte au féminin singulier si le signature est une dame. Donc, vous allez voir le souci, peut-être vous allez voir qu'il y a un E mais qui est à la fin. Donc, on a un exemple ici de souligner Madame Sandrine Bouba, directrice générale de Burkina, certifie que, atteste que. Voilà. Et au pluriel, le document est possible. Souligner, monsieur, donc c'est possible que ça soit co-signé par 2 personnes. Donc, la formule finale est généralement en foi de quoi le présent certificat. Vous allez voir tout ça dans tous les certificats et attestations. Voilà. C'est pour montrer vraiment que l'acte vraiment est légal en fait. Donc, nous allons aller au grand 6, grand 7 plutôt. Il y a le contrat et le curriculum fictif. Il dit ici qu'un contrat, pour précisément un contrat de travail, est une convention par laquelle une personne en qualité d'employé est soumise pour une durée déterminée au service d'une personne physique ou morale en qualité d'employeur moyennant un salaire. Donc, quand vous allez dans une entreprise pour demander de l'emploi, donc je disais, quand vous parlez dans une entreprise pour demander un emploi et à la fin, on vous fait genre, comment on fait ça? On vous retient, on doit normalement vous donner un contrat de travail. Voilà, dans le contrat, on stipule les tâches que vous devez établir, vous devez faire dans l'entreprise et également la durée. Voilà, la durée
du temps que vous devez faire en tant que tel employé dans l'entreprise. Donc, c'est ça le contrat. C'est un acte qui vous montre un peu vos prérogatives et qui vous donne aussi la durée sur laquelle vous devez travailler en telle ou telle société. Alors que bon, le curriculum vitae est étymologiquement le parcours de la vie. C'est une sorte d'autobiographie schématique présentant des informations relatives à l'état civil. Donc, on va dire que le CV, c'est quelque chose qui vous décrit en quelque sorte. Voilà, ça, on montre un peu, dans le CV, il y a certaines informations qui ressortent comme le nom, le prénom, la fonction. Voilà, votre fonction, vous êtes, je sais pas, secrétaire de bureau, je sais pas. Voilà, donc, ça, le parcours aussi scolaire, le parcours universitaire, les formations que vous avez suivies. Donc, ça veut dire que c'est un document administratif qui vous permet d'obtenir un emploi qui permet vraiment de savoir de quoi vous êtes capable. Voilà. Quelles sont vos compétences? Ça montre vraiment quelles sont vos compétences. Et c'est sur cette base maintenant qu'un recruteur peut vous prendre dans son entreprise. Donc, je pense que c'est bon. On est à la fin. Donc, on va attendre vos questions maintenant. Merci. D'accord, Monsieur Dissongo, merci énormément pour cette brillante présentation. Nous allons faire un petit résumé pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. Bon, cette session sur le thème technique de la rédaction administrative, elle vise à améliorer la qualité des écrits administratifs. D'accord, sur la première partie, au niveau du style administratif, nous avons les caractéristiques essentielles portant sur la dignité, la hiérarchie, la responsabilité, l'objectivité, la clarté, la précision et l'homogénéité. Sur la deuxième partie, nous avons les actes de fonctionnement administratif, les différents documents étudiés, tels que le compte-rendu, le procès verbal, la note, la lettre. Nous avons le rapport, l'instruction et directive, le certificat et attestation, le contrat, ainsi que le curriculum vitae. Nous avons ensuite les techniques et méthodologies, la maîtrise de l'information, c'est-à-dire réunir tous les éléments nécessaires avant de rédiger une rédaction administrative. Il y a la méthode de rédaction, qui signifie respecter une structure, c'est-à-dire l'introduction, le développement, respecter la structure, l'introduction, le développement et la conclusion, enfin la clarté des objectifs. Identifier clairement le but de l'écrit. Cette session de webinaire vise également à sensibiliser sur l'importance de la qualité rédactionnelle dans l'administration pour assurer la crédibilité et l'efficacité de ces actions. Nous espérons que la présentation de M. Dissongo sera un plus pour nous et nous aidera à améliorer nos qualités de rédaction au niveau de nos services. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses. Nous aurons deux options pour les questions-réponses. Soit vous levez la main pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser les questions aussi à travers le chat. Merci et on attend vos questions. Monsieur Sedogo, vous avez la parole. D'accord. Merci grandement pour la parole. Je tenais à remercier M. Dissongo pour cette brillante présentation. Moi, ma préoccupation est en lien avec les différentes lettres. J'aimerais savoir, est-ce que le pronom personnel vous peut être utilisé dans une lettre? Merci. Monsieur Dissongo, vous avez la parole. Oui, il y a différents types de lettres. D'abord, nous avons des lettres administratives.
Donc, les lettres personnelles, comme on peut le dire. Voilà. Donc, dans les lettres administratives, par exemple, on ne peut pas dire, le pronom de vous ne peut pas être utilisé. Voilà. C'est toujours je, voilà, qui est utilisé. On ne peut pas dire vous. Je ne sais pas si je suis bien clair là-dessus. D'accord, merci grandement, M. Diesongo. Et le pronom personnel nous, je ne sais pas, est-ce que nous peut être utilisé aussi en signe de respect? Voilà, donc le nous peut être utilisé sans souci. Voilà, le nous peut être utilisé sans souci. Ça, c'est pour montrer un peu le travail un peu. Ça veut dire que le nous peut être utilisé pour montrer une voix collective. Ça veut dire que c'est pour dire que vous n'êtes pas seul à travailler sur le dossier en question. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça peut être, le nous peut être utilisé pour représenter une voix collective. Voilà, comme celle d'une entreprise, voilà, ou d'une association ou autre. Voilà, donc il n'y a même pas de souci pour ça. Oui, c'est bon, M. Diesongo. Je prends bonne note. Merci grandement pour les différents éclaircissements. Ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Donc, apparemment, il y a beaucoup de questions. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que la rédaction administrative permet vraiment d'établir certains actes administratifs avec précision, avec clarté. Voilà, parce que c'est des actes qui peuvent vraiment porter préjudice. Il y a certains actes qui peuvent porter préjudice. Donc, dans sa rédaction, il faut beaucoup de prudence dans sa rédaction. Voilà, donc c'est des actes qui vraiment avec un certain respect hiérarchique. Voilà, donc, et il faut également maîtriser également la langue dans laquelle vous voulez votre acte administratif. Voilà, c'est très important. Moi, monsieur Wamba, oui, je vous écoute, monsieur Wamba. D'accord, bonsoir et merci. Bonsoir et merci. Mais, monsieur Wamba. D'accord, je disais bonsoir et merci à M. Diesongo pour cette présentation. J'ai pris vraiment du plaisir à vous écouter et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a édifié. Moi, ma question concerne... bon, en fait, ça ne concerne pas votre présentation, mais je vois que de nos jours, dans les entreprises, en fait, il y a un nouveau concept qui est là, une nouvelle manière de rédiger qui est là. Et en fait, j'aimerais que vous essayiez d'aborder ça pour que, voilà, on sache, bon, forcément, on ne sait pas si c'est la bonne, nous prenons de la bonne façon. Donc, en fait, c'est les correspondances par mail. Voilà, parce que je vois que dans beaucoup d'entreprises actuellement, les gens échangent par mail. Avec les responsables, les supérieurs hiérarchiques, les gens échangent beaucoup par mail. En fait, la correspondance formelle là n'est plus beaucoup d'actualité. J'aimerais savoir si, en fait, par mail, en fait, il y a une manière spécifique de s'exprimer pour ne pas, voilà, être en déphasage avec les règles de rédaction administrative. Merci beaucoup. Très bonne question, parce que de nos jours, nous sommes dans un monde éthique, la technologie vient de nous aboutir. Voilà que ce soir, on est en train de faire la rencontre en ligne. Bon, pour revenir aux correspondances, voilà, puisque le mail c'est quelque chose qui est utilisé plus dans les administrations, parce que c'est quelque chose qui est durable. Ça, c'est un. Ça veut dire que quand vous envoyez même un dossier par mail, le dossier est là. Par contre, dans les autres réseaux sociaux, comme WhatsApp et autres, on peut voir que souvent ça s'efface, c'est essayer de retrouver le dossier en question. Donc, de la même manière que vous devez respecter une certaine technique de rédaction et dans les actes administratifs
simple. Donc, concernant les trucs numériques, les actes administratifs numériques également, il faut aussi respecter ces mêmes règles. Voilà, si vous voulez adresser une correspondance à un supérieur, il y a des mots que vous pouvez utiliser. Donc, c'est de la même façon que c'est le même procédé qui s'amène au niveau des mails, en fait. Donc, il n'y a même pas de changement, en fait. Je pense que d'abord remarqué. Monsieur Rwamba est là? Oui, je suis là. J'espère que je me suis bien fait comprendre ou bien il y a toujours... Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Madame Ouedraogo est là? Oui, monsieur Diesongo, je suis là. D'accord, donc je pense qu'on va continuer comme ça. D'accord. Avez-vous d'autres choses à ajouter pour ce webinaire? Non, juste remercier tous ceux qui ont pris part. Merci vraiment pour les questions. Merci pour la confiance également de nous aider. Voilà. Je souhaite vraiment que vous puissiez faire vos actes administratifs vraiment avec le plus grand soin. Voilà, désormais. Voilà. Merci à tous. Félicitations à tout un chacun. Merci. Merci grandement, monsieur Diesongo. Nous espérons aussi que ce webinaire sera un grand plus pour nous. Et nous vous remercions énormément au nom du cabinet Fidani. Nous souhaitons une bonne soirée et un bon week-end à toutes et à tous. Merci. Nous déclarons la session clos.